Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Il est 18h30. Si vous nous suivez en direct, on passe tout de suite au sommaire de cette édition. Ils sont sauvés, rétrogradés au classement par la Fédération française de foot US. Les Templiers d'Elancourt ont dû jouer ce samedi un match de barrage pour finalement se maintenir dans l'élite. 80 voitures centenaires s'étaient regroupées devant le château de Rambouillet ce dimanche pour la 3e édition du Paris-Rambouillet. Immersion dans un rallye qui offre une autre vie au mythe de l'asphalte d'avant-guerre. Il s'appelle Cyril Jouan, il est arbitre de tennis et a officié il y a quelques jours en tant que juge de ligne à Roland-Garros. C'est notre portrait de la semaine et évidemment, comme d'habitude, l'essentiel des résultats du week-end en fin d'émission. Mais tout de suite, place à notre page spéciale Foot US. Je le disais dans le sommaire de cette émission, les Templiers avaient été sanctionnés il y a quelques semaines par une irrégularité sur l'enregistrement d'une licence d'un joueur. En course pour le titre, a priori, les Templiers d'Elancourt ont été rétrogradés au classement du championnat de France élite et ont dû jouer un match de barrage pour finalement se maintenir dans ce championnat alors qu'ils étaient en course pour les playoffs. Et le président du club, Georges Agostinho, est présent sur le plateau du 7-8 Sport pour débriefer cette rencontre un petit peu sous haute tension ce samedi soir. Bonsoir à vous, Georges. Merci d'être là. Alors une première réaction après cette victoire ce samedi soir qui était essentielle pour l'avenir du club. Oui, tout à fait, c'était complètement essentiel. Bon, on va dire que les gars, ils ont fait leur job, mais ils ont fait un peu la main dans l'âme. Mais voilà, ils ont fait leur job, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, sans plus, quoi. Sans plus. L'essentiel est assuré, une voilà. Victoire 24-13 face à Amiens. Je vous propose d'ailleurs, Georges, de regarder le résumé, le compte-rendu de ce match sous tension avec des images de Jonathan Villemin. Malgré l'enjeu, les Templiers débutent cette rencontre pour leur survie dans l'élite face à Amiens, avec le frein à main verrouillé sans vraiment être mobilisés, comme encore assommés par leur rétrogradation au classement. Il y avait de la tension, mais on doit pas. Je pense qu'on est largement supérieur, qu'on ne doit pas se mettre dans les positions où on s'est mis. Voilà, je pense que les gars ont pris un petit coup au moral suite aux décisions qui ont été prises et du coup, un peu moins présent en entraînement, etc. Ça s'est ressenti ce soir. C'est une nouvelle fois les attaquants supersoniques et l'Encourtois qui vont débloquer la situation, avec en premier rôle Jérôme Lescroart sur cette passe courte de Sean Shelton. Une nouvelle preuve du potentiel des Templiers. Quand ils accélèrent, peu de défense résiste. Face à de valeureuses Spartiates, son compère de l'attaque, Jonathan Ekmans, ne veut pas du second rôle dans ce dernier acte de la saison et inscrit un doublé pour mettre à l'abri l'Encourt d'un retour amiénois. Les Templiers s'imposent finalement 24-13 et assurent leur maintien dans l'élite. On a des matchs à jouer et à gagner, ça a été fait. Donc on est content, ça permet à notre équipe de réserve de monter de division. Donc ils sont contents aussi. Et tout. Bon, voilà, on a assuré le maintien, c'est ce qui comptait ce soir. Les Templiers sont désormais tournés vers leur grand objectif de la saison, décrocher la Ligue des Champions. Malgré la victoire, on a senti un peu toute l'amertume de votre entraîneur samedi soir. Il était un petit peu bougon par rapport à d'habitude. C'est vrai, on était tous à peu près dans le même état. Vous, donc, je le disais tout à l'heure, vous avez été rétrogradé. C'est assez rare ce genre de sanction au niveau du championnat de France élite de foot US pour en fait une licence non conforme. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il s'est passé. La licence, les transferts on a passé un dernier transfert le 31 octobre. Et il s'avère que sur le règlement, c'est le 30 octobre, c'est pas la fin du mois, c'est le 30 octobre. Donc nous, on a pensé, parce que le règlement fait 240 pages, donc on a un peu zappé ça. On savait que c'était fin octobre. Pour nous, fin octobre, 31 jours. La Fédé a mis le 30 octobre, donc pourquoi pas, quoi. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est qu'auparavant, les saisons précédentes, il y a quelques années encore, c'était un mois plus tard, le 30 novembre. La clôture du mercato, comme on dit. Et c'est vrai que l'erreur est humaine au final. Et du coup, vous avez été rétrogradé alors que vous étiez en route pour les playoffs. Cette saison, presque inarrêtable, il n'y avait presque pas eu de défaite sur cette saison. Comment vous avez réussi à remobiliser l'effectif pour ce match de survie, en fin de compte, et tout se jouait sur un seul match? C'est vrai que là, il y a eu 15 jours, 3 semaines, un gros boulot effectué par les coachs parce qu'il a fallu remotiver les gars. Quelques-uns ne voulaient pas jouer parce qu'ils ne la méritaient pas. On s'attendait tous à et on a plaidé notre cause en disant oui, effectivement, on a fait une erreur. On voulait une sanction administrative, interdit de transfert, financière, pourquoi pas. Enfin, il y avait toute une panel de sanctions administratives qui pouvaient nous être imposées.
Ils ont basculé ça sur le sportif, ce qui est une nouveauté quand même, malgré tout. Donc on a porté appel, l'affaire n'est pas finie. On va porter un recours auprès du Comité national olympique. Maintenant, c'est vrai que le laps de temps qui nous est accordé ne nous permet pas de chambouler les phases finales du championnat de France, puisque les playoffs se jouent ce week-end. Le match de barrage la semaine dernière, les playoffs la semaine prochaine, donc c'est vrai que c'est compliqué au niveau du timing. Voilà. Donc, du coup, est-ce que par rapport à cette sanction, vous l'estimez disproportionnée de votre côté? Vous vous sentez un petit peu victime d'un excès de zèle peut-être de la fédération? Complètement. Il y a eu, en tout pour tout, il y a eu 8 heures de décalage. C'est vrai qu'il y a un règlement, il est là, il n'y a pas de problème. Mais à 8 heures près, on n'a pas du tout influencé sur le déroulement du championnat. Ce jour-là, bon, c'était pas non plus le joueur international, etc. Ce n'était pas Anthony Couvin ou voilà, comme les autres receveurs ou encore Sean Shelton, on va dire, sans lui faire injure évidemment. Voilà, tout le monde est important dans un effectif. Il va sans dire que c'était un excellent joueur, c'est pour ça qu'on l'a fait venir, mais on n'a pas influencé directement quand on a passé cette licence sur la composition de notre équipe. Donc on trouve effectivement que la sanction est complètement disproportionnée. C'est la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu des rétrogradations de clubs, mais pour des faits beaucoup plus importants de violence et autres. Sur les terrains, après des avertissements et autres, mais jamais sur une faute administrative. Et voilà quoi. Donc on continue les recours. Justement, donc il y a eu ce recours que vous avez formulé auprès de la Fédération française. Est-ce que si cela n'aboutit pas, cette procédure, vous comptez aller plus loin? Oui, bien sûr. On va aller plus loin, donc au Comité national olympique, qui va essayer de concilier les deux camps. Et si le Comité national olympique nous donne raison, on ira jusqu'au tribunal administratif et autres. Donc là, il n'est plus question de revenir malheureusement sur les phases finales du championnat. On va demander des dommages et intérêts, parce qu'il y a des dommages et intérêts à avoir. Cette erreur humaine, en fin de compte, elle chamboule un petit peu tout le projet d'une saison et bien au-delà, puisque ça faisait un petit moment que s'était engagé ce projet de essayer, en tout cas, de tenter ce doublé championnat, Ligue des Champions. Tout à fait. Enfin, c'était même l'objectif prioritaire. C'était le championnat de France, la Ligue des Champions. On ne sait jamais contre qui on tombe, etc. Le championnat de France, on maîtrisait un peu mieux. C'était l'objectif du club. C'était l'objectif d'une majorité de joueurs qui, malheureusement, vont finir cette année. Ils avaient re-signé cette année pour aller glaner ce titre. C'est vrai qu'on était bien partis. On était un peu la bête noire de ce championnat. Et voilà, tout s'est arrêté il y a 15 jours, 3 semaines. Et ça devient évidemment compliqué. Alors, il y a une actualité un petit peu plus réjouissante, c'est que vous allez accueillir le Final Four de la Ligue des Champions 2014 ici à Elancourt. Et là, ça va être d'une toute autre dimension puisqu'il y a ce titre européen qui est en jeu et vous allez avoir un premier match face à Helsinki. Comment vous l'envisagez, cette première rencontre décisive? Alors, cette première rencontre, on découvre un peu le club. C'est pas les Finlandais, on ne les rencontre pas tous les week-ends. C'est sûr. Donc, on a commencé à regarder un peu quelques vidéos. Ils jouent pas mal. J'avoue que j'aurais préféré rencontrer Belgrade, les Serbes. Mais bon, c'est tombé là-dessus. C'est une équipe qui a à peu près le même style de jeu que vous, je crois. Oui, tout à fait. Ils jouent à peu près moitié passe, moitié. Quelques bons Américains, un volume de jeu assez... Voilà, c'est une équipe... à prendre au sérieux. Voilà, tout à fait. Et l'objectif sur ce Final Four, c'est évidemment d'aller glaner le titre quand on est si près de la Coupe, non? Oui, bien sûr. On va essayer donc passer ce match parce qu'on a comme l'avantage du terrain. On a fait tout le nécessaire pour accueillir cette Final Four. Donc, on aura l'avantage du terrain. On voyage un peu moins parce qu'au début, il était prévu que ce Final Four se déroule à Belgrade. Donc, j'étais un peu plus anxieux. Oui, puis après, il y a eu Le Mans aussi qui était il y a eu Le Mans, un temps évoqué. Malheureusement, à cause de la Coupe du Monde de foot, le stade est perquisitionné. Donc voilà, ça va se dérouler le 11. Les demi-finales se jouent le 11. Donc à 13h. Le vendredi 11 juillet. Vendredi 11 juillet, oui, effectivement. À 13h, on aura donc nos amis les Black Panthers de Thonon-les-Bains qui joueront à Belgrade. Et nous, à 17h30, face à Helsinki. Face à Helsinki, tout à fait. Et la finale, le dimanche, 17h. Pour les passionnés, voilà, vous savez tout. Merci beaucoup, Georges, d'être passé sur le 7-8 Sport. Et puis à très bientôt, évidemment, on suivra de très près cette préparation pour ce Final Four. Ce mercredi a été donné le coup d'envoi, vous le savez, de la Coupe du Monde de football avec le match d'ouverture très attendu, Brésil-Croatie, une rencontre attendue évidemment avec impatience par les supporters et certains Saint-Quentinois tirent leurs racines du pays du football. Bonjour, ça va? Depuis quelques jours, Maître Touché se repasse les grands moments de l'histoire de la Coupe du Monde.
Il va vivre le premier match du Brésil ici, à 50 ans en Yvelines, mais ce professeur de capoeira part avec sa femme et ses 2 enfants pour Belo Horizonte, sa ville natale, le 26 juin prochain pour les 8e de finale. Pour moi, j'étais petit, voilà, pour voir les autres Coupes du Monde, ça n'a rien à voir comme c'était aujourd'hui. Donc, comme Brésilien, et en fait, pas exactement comme Brésilien, mais on pense que comme toute la planète, ils sont en train d'y aller et visiter et voir cette Coupe du Monde, que ça sera exactement extraordinaire. Le Brésil organise sa seconde Coupe du Monde après celle de 1950. Si à l'époque, la Seleção s'était inclinée 2-1 face à l'Uruguay, en 2014, ce supporter ne voit qu'une seule fin pour les coéquipiers de Neymar, la star barcelonaise. Neymar, c'est un excellent joueur. Donc, mais je ne pense pas que c'était que lui. Il y a des autres aussi derrière lui qui sont extraordinaires joueurs et qui vont me donner cette présidence des sorties vainqueurs de cette Coupe du Monde. Si Maître Touché vibrera pour la Seleção, il aura un œil sur le parcours des Bleus. Mais en cas de finale Brésil-France, il a déjà choisi son camp. Oui, ça se dirait bien. France-Brésil, pourquoi pas. Ouais, comme j'ai dit, c'est un peu difficile. Ah, cette fois, c'est sûr que c'est le Brésil, c'est dans notre pays. C'est le Brésil. Il y a quelques jours, l'édition 2014 de Roland-Garros, c'est du tennis, c'est terminé, vous le savez. Une quinzaine qui a vu le 9e sacre historique de Rafael Nadal sur la terre battue parisienne. Et autour de lui, toutes les équipes de juges de ligne officiaient. Comme tous les ans, à chaque balle échangée. Et parmi eux, un Yvelinois était présent au bord du court. Rencontre réalisée avec Patrick Jacques de Dixmude, Juliette Pousson et Sébastien Combe. Cyril, bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accueillir sur les cours de Verneuil-sur-Seine. Vous avez officié lors de votre 8e Roland-Garros cette année en 2014. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition, ça a été assez pluvieuse. Tout à fait, ça a commencé dès les qualifications, où on a été effectivement dès le début embêtés. On a dû même étendre les qualifications d'une journée, ce qui n'était pas prévu. On les a terminées le samedi matin, alors que d'ordinaire ça se termine le vendredi soir. Et puis effectivement, dans la première semaine, ça a été effectivement perturbé. Comment on devient juge de ligne et arbitre en général dans ce sport qu'est le tennis? Alors au départ, effectivement, pour devenir juge de ligne à Roland-Garros, on est d'abord arbitre. Personnellement, je suis devenu arbitre un petit peu par hasard, en fait. À l'époque, j'étais licencié dans un club en Eure-et-Loire. Et ce club organisait un tournoi au mois de juin-juillet. Ils m'ont demandé un jour de tenir une permanence à la buvette. Et donc je l'ai fait, puis je me suis intéressé un petit peu à l'organisation. Ça m'a plu, j'ai voulu passer les diplômes. Et à l'époque, parmi les diplômes qu'il y avait à passer, il fallait passer le diplôme d'arbitre. Quand j'ai passé l'épreuve, ça m'a plu, et puis j'ai continué. Et puis j'ai essayé de gravir pour aller les échelons pour aller le plus haut possible. Et alors depuis une bonne dizaine d'années maintenant, vous vous officiez sur Roland-Garros en tant que juge de ligne. Comment on est sélectionné pour Roland-Garros? J'imagine que ça doit être une sélection drastique, non? Il y a effectivement pas mal de postulants. Alors on postule aux alentours de novembre-décembre. Puis ensuite, la fédération, avec la Ligue des Yvelines, fait un tri, fait une sélection. Donc c'est basé sur notre activité annuelle en tant qu'arbitre. Donc on doit arbitrer, en ce qui me concerne, minimum une vingtaine de matchs en tant qu'arbitre de chaise. Si possible, en plus, avoir une expérience, avoir de l'expérience courante en tant que juge de ligne. Donc ce que la Ligue des Yvelines me permet de faire, et donc j'arrive à être sélectionné. J'imagine comme bon nombre d'arbitres et juges de ligne, vous êtes ou vous étiez joueur de tennis à la base? Je suis toujours joueur de tennis. Alors je suis à petit niveau. Pour les connaisseurs, je suis joueur au milieu de 4e série. Hein. Mais je joue essentiellement et uniquement même pour m'amuser. Donc, et prendre plaisir sur le terrain, bien entendu. Donc vous arbitrez depuis quelques années maintenant. Vous avez dû voir l'évolution du jeu sur les cours un petit peu partout en France et puis notamment sur Roland-Garros en tant que juge de ligne. Ça va de plus en plus vite. Les joueurs frappent de plus en plus fort, notamment au service. Il y a des services qui avoisinent les 250 km/h. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué justement d'évaluer les trajectoires et de ne pas se tromper sur une balle qui touche presque ou pas la ligne? Pour être juge de ligne, il faut maîtriser un certain nombre de techniques. Donc chaque ligne a un petit peu sa technique spécifique. Hein.
Et en connaissant ces techniques, on arrive à pallier la vitesse des balles le mieux possible et à prendre une décision en espérant toujours qu'elle soit la meilleure, bien entendu. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, évidemment, sur terre battue, il y a les traces qui vous aident, mais quand on est sur quick, sur dur ou sur green set, là, il n'y a pas grand-chose qui peut vous aider une fois que la balle est passée. Effectivement, c'est pour ça que quand on arbitre sur terre battue, il nous est conseillé, on essaye de l'appliquer, de prendre toujours un petit laps de temps supplémentaire pour pouvoir faire notre annonce, que la balle soit bonne ou que la balle soit faute, sans pour autant prendre un temps trop important. Mais sinon, on essaye de prendre quand même un petit laps de temps qui nous permet de faire une annonce beaucoup plus sûre. Donc, vaut mieux une annonce plus lente et meilleure qu'une annonce rapide et erronée. J'imagine que le jugement le plus compliqué, c'est au service, parce que c'est là, évidemment, que ça va le plus vite. Comment vous faites pour apprécier les trajectoires? En fait, on ne suit pas la balle, surtout pas. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder le joueur initier son service. Et une fois que le service va être initié, on va fixer la ligne de service. Et on va attendre que la balle passe. On ne peut pas suivre la balle, ça va trop vite. Donc on attend que la balle passe et en gardant la ligne dans notre champ de vision. Et puis une fois qu'elle est passée, on va faire notre jugement. Et alors, quand on est soit juge de ligne comme vous l'êtes à Roland-Garros ou sur la chaise aussi, sur les tournois nationaux, est-ce que c'est difficile d'être toujours concentré à 100% sur son métier et pas sur l'envie de regarder un beau match, par exemple? Il faut se détacher de la fonction spectateur, effectivement. Bon, maintenant, on sait que quand on rentre sur le terrain, c'est pas pour être spectateur, donc on fait la part des choses. Il y a des lignes qui nécessitent un petit peu plus de concentration. Je pense à la ligne de fond, parce que la ligne de fond, c'est une ligne où vous n'allez pas avoir beaucoup de balles, très peu de balles qui vont être très proches de la ligne. Mais par contre, au moment où la balle va arriver et qu'elle va être proche de la ligne, il faudra que vous soyez prêt. Donc c'est un petit peu la difficulté de cette ligne-là. Ça m'est arrivé d'ailleurs cette année, d'avoir pendant 40 minutes sur une rotation aucune balle difficile à juger. Et puis d'un seul coup, en fin de rotation, une balle qui est arrivée à proximité ou sur la ligne, je ne m'en rappelle plus. Et là, il faut être présent. Il y a une autre situation qui est toujours un petit peu cocasse, notamment à Roland-Garros, parce qu'on le voit souvent, c'est quand les joueurs font des fautes de pied. Le public se met à siffler. Je crois que c'est une spécificité assez française. Oui, alors effectivement, on n'est pas très, le public, et même je le reconnais en tant que joueur aussi, on n'est pas très familiarisé avec les fautes de pied. C'est quelque chose en France, c'est vrai, qui passe un petit peu au travers. Maintenant, à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de laisser passer ce genre de fautes. Donc dès qu'il y en a, on les signale. Et moi, en plus, cette année, j'étais sur la ligne de fond, justement. Donc j'ai été amené à en signaler quelques-unes. Et ça fait partie de mon travail. Et c'est à partir du moment où le joueur initie son geste, jusqu'au moment où il frappe la balle, il ne doit pas toucher la ligne. Au niveau professionnel, les joueurs sont quand même assez habitués, le savent, qu'on est particulièrement vigilant sur ces fautes-là. Donc moi, sur celles que j'ai signalées, en tout cas à Roland-Garros, j'ai jamais eu de problème. Ils m'ont juste demandé quel pied avait touché éventuellement, mais ça fait partie des renseignements qu'on doit leur donner pour qu'eux puissent se corriger. Dernière question, j'imagine que maintenant vous passez plus de temps peut-être en tant qu'arbitre et juge de ligne qu'en tant que joueur, non? C'est un peu votre seconde carrière qui est à l'heure actuelle en route? Effectivement. Déjà, l'activité par elle-même est un petit peu plus prenante parce que quand on est désigné sur des tournois, on y va pour toute la journée. Donc on fait des journées consécutives, alors que quand on est joueur, au niveau amateur, on arrive pour notre match, on fait notre match et puis on s'en va, on revient pour le suivant si on a eu la chance de gagner. Et effectivement, ça prend quand même moins de temps en tant que joueur. Maintenant, quand on s'engage sur un tournoi, c'est souvent pour une durée déterminée, souvent c'est un week-end entier, minimum, voire des fois la semaine quand notre activité professionnelle le permet. Donc effectivement, ça prend plus de temps que l'activité de joueur. Mais je tiens à garder, en ce qui me concerne, une activité de joueur. Avec la raquette à la main. Merci Tout à beaucoup fait. Cyril de nous avoir accueillis ici sur les cours de Verneuil. Et puis bonne continuation pour encore plein de jugements, en tout cas très bons sur les cours. Merci beaucoup, merci d'être venu en tout cas. Merci. Et le tennis à l'école a encore de beaux jours devant lui puisque aujourd'hui, Jean-Michel Coignard, directeur académique, et Norbert Rampolla, président de la Ligue des Yvelines, ont renouvelé la convention pour l'activité tennis dans les établissements scolaires. Et à l'occasion, le collège de Feucherolles a été récompensé pour son premier titre de champion de France UNSS, c'est le sport scolaire, catégorie excellence, et le lycée de Villepreux pour son deuxième titre national consécutif. 80 voitures centenaires s'étaient regroupées ce dimanche devant le château de Rambouillet pour la 3e édition du Paris-Rambouillet, un rallye qui offre une autre vie au mythe de l'asphalte d'avant-guerre, image de Jonathan Villeman.
Elles brillent, le bruit de leur moteur ancestral berce à nouveau les amoureux de mécanique. Pourtant, pour la plupart de ces véhicules, leurs propriétaires les ont bichonnés pendant des jours, des mois, pour qu'ils puissent à nouveau dévaler l'asphalte. Entre Joël et sa Renault EK, l'histoire d'amour dure depuis 5 ans. Fabriqué en 1914, ce bicylindre sans électricité doit être démarré à la manivelle. Je peux même presque dire qu'elle est plus belle que quand elles sont sorties d'usine. Parce qu'en particulier, les peintures à l'époque, ils ne connaissaient pas le pistolet. Donc les voitures étaient peintes au pinceau et elles n'étaient pas aussi brillantes que vous les voyez maintenant. Mais bon, on se fait plaisir. Avec les années, les progrès technologiques, certains outils ont disparu et il faut parfois les recréer soi-même. Une fois rénovés et même par dose de quelques centaines de kilomètres par an, s'asseoir au volant de ces voitures de musée ne s'improvise pas. On retrouve le plaisir de conduire. Personnellement, c'est le plaisir de conduire. Une voiture moderne, on ne fait plus attention à ce qu'on fait parce que il y a l'autoradio, il y a les voitures, boîtes automatiques, machin. Tout passe bien. Là, accélérateur au volant. Donc, pédale frein, débrayage, mais accélérateur au volant. En l'espace d'un siècle, comme cette Le Zèbre de 1909, la plupart de ces mythes du bitume ont eu plusieurs vies. Une première sur la route, une deuxième dans les fermes ou les châteaux pour tracter ou transporter des marchandises. Et quand elles ont la chance d'avoir subsisté, on les récupère nous pour leur donner leur troisième vie. Et là, on espère que c'est pour l'éternité parce qu'il ne peut plus rien leur arriver maintenant. Rénovée, cette Renault EK est évaluée à 40 000 €. Mais pour l'instant, désolé pour les amateurs, elle n'est pas à vendre. Allez, on passe à l'essentiel des résultats du week-end. Ce week-end se déroulait au stade René Rousseau, au Clé-sous-Bois, les finales de la Coupe des Yvelines de football. Et parmi les résultats qui nous sont parvenus, chez les moins de 17 ans, mené 2-0 Plaisir s'est finalement imposé 3-2 face à Montesson. Et chez les U15, à égalité, 3 partout après le temps réglementaire, Versailles et Houillon ont dû se départager au tir au but. Victoire finale versaillaise, 4 tirs au but à 3. En rugby, petit erratum, la semaine dernière, nous vous annoncions la défaite de Plaisir en 8e de finale de Fédéral 3 face à Orléans, 29-13. C'était bien un match décisif, en fin de compte, sans confrontation retour. Plaisir est donc éliminé de ces phases finales, mais verra les joutes de la Fédérale 2 la saison prochaine. En cyclisme, les championnats du monde de cyclisme sur piste 2015 restent encore à attribuer, vous le savez, entre les candidatures d'Aguascalientes et de Saint-Quentin en Yvelines. Les deux dossiers doivent être encore finalisés, notamment sur le plan financier pour Saint-Quentin. David Lapartien, le président de la Fédération française de cyclisme, a déclaré avoir un accord de principe de différentes collectivités, mais le montant n'est pas encore assuré. Pour rappel, le budget de l'organisation d'une telle compétition mondiale s'élève à 2,4 millions d'euros. Le comité directeur de l'UCI, réuni ce jeudi et ce vendredi à Lausanne, s'est donné un délai supplémentaire pour statuer sur l'accueil de cette compétition, de décision rendue au plus tard le 30 juin prochain. De l'Urban Golf ce week-end, on vous en parlait la semaine dernière dans le 7-8 Sport. Vous vous êtes certainement essayé au street golf dans les rues de Saint-Quentin. Pour sa deuxième édition, l'Urban Golf permettait aux passants de s'essayer au practice, au putting ou encore aux approches, le tout au milieu des immeubles. L'objectif, évidemment, faire connaître la discipline de façon ludique en vue de l'accueil de la Ryder Cup 2018 au Golf National. Et pour certains, il y a encore quelques techniques à parfaire. C'est très bien, c'est une très bonne animation. Le golf se démocratise petit à petit et c'est justement grâce à ces petites manifestations qu'on arrive à avoir de la promotion dans le golf. J'ai jamais fait de golf et là c'est la première fois que je touche en fait à un ballon de golf et le petit truc là, la manette pour tirer, et je trouve que ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Toujours en cyclisme, ce week-end se déroulait du côté de Rambouillet le 9e Tour Sud-Yvelines lors de la 4e et dernière étape dimanche après-midi. C'est Laurent Aubert qui s'est imposé en solitaire avec 21 secondes d'avance sur ses poursuivants. Au général, cette course à étapes a été remportée par le Neuilléen Mathieu Calia. Après une 10e place pris dans le prologue samedi matin, le contre-la-montre par équipe dimanche a permis aux coureurs de Neuilly-sur-Seine de prendre le maillot jaune de leader avant de contrôler la course dans la dernière étape. Il remporte donc ce tour avec 4 petites secondes d'avance sur son coéquipier Frédéric Besson. Une grande satisfaction avec une
un sacré combat cet après-midi, notamment contre le club de Vanves. Quelque chose de très fair-play, une belle bagarre. Et je suis très satisfait d'en sortir vainqueur. D'avoir toute cette organisation, toutes ces personnes qui s'occupent de nous, coureurs, c'est vraiment fantastique. Ça nous donne un peu une part de rêve. Ça nous permet de rêver un peu pendant un week-end. On passe un super week-end de vélo, de fête. Une dernière info avant de nous quitter, des nouvelles de nos 2 rameurs yvelinois. Après 7 jours et 7 heures de course sur la Great Pacific Race, Christophe Papillon et Clément Héliot, originaires de Millemont, dans les Yvelines, ont réalisé une première semaine en mer exceptionnelle. Ils pointent au 5e rang au classement général et mènent la flotte des bateaux composée de 2 rameurs. Je vous le rappelle, leur challenge est gigantesque puisqu'ils doivent relier à la rame et sans escale la Californie à Hawaï, soit environ 3900 km à vol d'oiseau. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée sur TV Fil.